Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui va être pleine de positif, parce qu'on va parler d'optimisme, et souvent dans cette période de l'année, on en a quand même pas mal besoin. Avant d'aller plus loin, si vous voulez faire une donation pour participer un petit peu au travail que j'ai fait ici, vous avez un lien Utip dans la barre d'infos où vous pouvez donner ce que vous pouvez et ce que vous souhaitez. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. En tout cas, merci aux personnes qui ont déjà pris le temps de le faire et aux personnes qui prendront le temps de le faire. Donc ce livre, j'en ai entendu parler en cours de psycho, parce que c'est vrai qu'en école d'ergo, on a pas mal de cours de psycho et de sociaux, ce qui est quand même super important dans la mesure où ça nous permet de peut-être mieux appréhender aussi les patients, de peut-être mieux comprendre aussi le fonctionnement de l'esprit, les habitudes, etc., etc. Donc ce livre, il a été écrit il y a une dizaine d'années, en 2010, par Philippe Cabillet, qui est un professeur. Il est professeur de management et de psychologie, c'est aussi un conférencier. Je vous mettrai en barre d'infos en fait le lien vers l'article qui est sur mon blog et vous verrez en dessous il y a toutes les sources en fait, donc vous pouvez voir des vidéos de lui, vous verrez c'est un excellent orateur, c'est vraiment passionnant de l'écouter parler. Il a écrit pas mal de livres, donc Éloge de l'optimisme dont on va parler tout de suite. Donc déjà, il commence son livre en faisant un peu l'historique de l'optimisme. Donc qu'est-ce que l'optimisme? C'est un terme qui est apparu très récemment, qui au final serait né aux alentours du XVIIIe siècle, qui aurait d'abord été utilisé par Leibniz, mais pas que lui, il aurait aussi été utilisé par Voltaire. Et je sais pas si vous vous souvenez, moi je pense avoir étudié ce livre de Voltaire quand j'étais au collège, Candide ou l'optimisme, où il démonte un petit peu l'optimisme façon meilleur des mondes qui était décrit par Leibniz. Pourtant, être optimiste, c'est plutôt une manière d'être au monde, une attitude créatrice d'énergie positive envers soi et envers le monde. Et cette attitude comporterait trois dimensions. Donc une première dimension, une dimension cognitive, c'est-à-dire nos croyances, nos valeurs. Donc les valeurs ou les croyances d'un optimiste, ce sera plutôt de rechercher par exemple des solutions face à un problème. Ensuite, on aura une dimension affective, donc c'est tout ce qui est sentiments, émotions. Les optimistes auront peut-être davantage de facilité à éprouver du plaisir face à la réussite d'autrui plutôt que de l'envie ou de la jalousie. Et enfin, une dimension comportementale, donc comment on se comporte, comment on agit, et c'est vrai qu'on va voir que les optimistes, ils ont davantage une capacité à aller de l'avant. On va aller un peu plus loin dans ce domaine et on va essayer d'observer comment fonctionne l'esprit d'un optimiste. Donc là, ce que je vous propose ici, c'est vraiment de reprendre des éléments du livre. J'ai pas cherché à côté, mais ça pourrait être super intéressant de faire une autre vidéo pour essayer de voir ce qui se passe en cherchant à côté des éléments qu'il y a dans le livre. En tout cas, dans le livre, il y a des chercheurs, enfin il y a une étude en fait qui est mise en avant. C'est des chercheurs qui se seraient posé la question comment est-ce qu'on est optimiste? Donc est-ce qu'on est optimiste? Donc ce serait presque génétique ou est-ce qu'on le devient? Est-ce que c'est acquis par notre comportement, notre éducation et nos expériences? Donc les résultats qui sont exposés dans le livre, c'est que 30 à 50% des traits psychologiques positifs seraient héréditaires. Mais on va le voir, tout ce qui est expérience, éducation, ça joue vraiment un rôle prépondérant. Et si on devait faire un portrait robot de l'esprit optimiste, on verrait qu'il y a trois caractéristiques psychologiques. Donc la première, c'est comment on envisage l'avenir. Donc l'optimisme ne va pas impliquer de voir tout en rose, mais plutôt avec un filtre positif. De cette manière, l'individu met plus de chances de son côté pour que les choses se passent bien. C'est vrai que si on a un rendez-vous et on se dit ça va être horrible, j'ai tout foiré, ça va être le pire moment de ma vie, il y a de fortes chances qu'on arrive super stressé avec une énergie qui est pas forcément super cool ni pour nous, ni finalement pour la personne en face. Si on y va en se disant ça va bien se passer, pas forcément être trop confiant, mais voilà, juste la bonne dose de j'ai envie de faire ça, ça se passera peut-être mieux. En tout cas, on le vivra mieux et peut-être que la personne en face recevra aussi cette énergie positive. Ensuite, ce sera une manière d'interpréter les événements passés. Donc comment
et si on ressasse les événements passés. Il parle de Seligman, qui est un peu le père contemporain de la psychologie positive, qui nous dit qu'un optimiste, il va pas forcément se souvenir de ses échecs comme un pessimiste. L'optimiste, il va plus avoir tendance à les voir comme des leçons, des moyens d'apprendre pour mieux rebondir. Et enfin, dernier trait, dernière caractéristique psychologique, quelle est la manière d'agir d'un optimiste? L'optimiste, tout simplement, il va passer à l'action, il va pas être bloqué, il va pas se poser 1000 questions avant d'agir, il va vraiment avoir cette envie d'avancer et de persévérer. Et au final, on va vite se rendre compte que les optimistes ont tout à fait raison d'agir comme ça, parce que optimisme et bonne santé, bah ça va bien ensemble. Alors, là, l'auteur s'appuie encore sur des recherches qui montrent un lien évident entre optimisme et santé, notamment il y a une étude de 2003 qui met même en évidence la manière d'apprécier plus ou moins positivement sa vie et la longueur d'un gène qui code pour le transport de la sérotonine. Alors la sérotonine, pour faire vraiment vite, c'est en gros l'hormone qui va réguler nos humeurs. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'une personne optimiste vivrait différemment le stress de manière beaucoup moins pathologique en fait qu'une personne par exemple pessimiste. Et de manière un peu plus globale, un optimiste par rapport à sa maladie, il la vivra de manière active. Il va pas forcément se résigner, par exemple il pourra aller voir un médecin si nécessaire, c'est pas du tout, il reste pas dans son coin en disant je vais guérir, hein. Il fait en sorte de faire des actions. Donc s'il faut demander un autre avis, il le fera. S'il faut faire d'autres examens, il le fera. S'il faut arrêter de fumer, il le fera plus facilement. Il dira pas à quoi bon, mais au contraire, ce sera qu'est-ce que je peux faire pour continuer d'aller bien. Du coup, les optimistes et leur vie sociale, bah c'est comment? Clairement, on va peut-être être à peu près tous d'accord, mais je pense que c'est plus agréable de passer du temps avec quelqu'un d'optimiste qui va nous donner de l'énergie positive, qui va nous donner le sourire, plutôt qu'avec quelqu'un pessimiste qui va voir la vie en noir, qui va ressasser des choses, etc., etc. Et là, il y a une distinction qui est assez drôle, c'est-à-dire que les optimistes, c'est plus des radiateurs. Donc ça va être, voilà, ils irradient de la chaleur, de la lumière, de la bonne énergie, et les pessimistes, c'est plutôt des drains. Eux, ils vont avoir tendance à pomper l'énergie, à broyer du noir, et ils peuvent être finalement toxiques. C'est parfois ce qu'on appelle les gens toxiques. Mais pourquoi les optimistes ils sont si séduisants? Selon l'auteur, c'est parce qu'ils ont 4 caractéristiques. Ils sont ouverts au monde, aux autres. Ils ont une certaine extraversion. Ils sont vraiment tournés vers les autres dans la mesure où ils vont s'intéresser à eux. Ensuite, ils sont chaleureux, ils sont aimables. Et enfin, ils ont une certaine stabilité émotionnelle, ce qui fait que c'est plutôt reposant en fait de passer du temps avec eux. Mais du coup, si c'est agréable de passer du temps avec eux, c'est peut-être agréable de travailler avec eux. Et en effet, il y a un gros lien d'optimisme avec la vie professionnelle qu'on va voir tout de suite. C'est vrai qu'actuellement, avec le monde du travail, avec comment ça s'accélère, problème de burn-out, la qualité de vie au travail qui décline un petit peu, ça peut être compliqué en fait de trouver encore des gens optimistes, mais si on trouve des gens optimistes, on se rend compte que c'est du personnel qui va être confiant, qui va avoir envie de passer à l'action. C'est la base en fait pour construire une attitude qui va être positive au travail et du coup ce sera bien en termes de management, ça pourra créer du management positif au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise. Par contre, placer des optimistes à certains postes, notamment des postes de contrôle ou de procédure, c'est pas forcément top, parce que l'optimiste, il va plus se focaliser sur ce qu'il y a de bien. Si on doit chercher ce qui va pas, là il nous faut un pessimiste. Et c'est vrai, on a peut-être tous des copains ou des copines, quand on a un problème, on sait qu'on va vers elles, parce qu'elles vont être capables de nous dire ok, là il y a un défaut, là il y a un défaut. Par exemple, c'est les gens qu'on va amener pour chercher un appartement par exemple. Elles vont nous dire ah non mais là regarde t'es trop près de la route ou voilà. Et des choses, si on a plutôt tendance à voir les choses un petit peu en rose, on va peut-être pas du tout se focaliser là-dessus, ce sera pas forcément positif sur le long terme. Donc clairement, il y a un intérêt à avoir des gens pessimistes quand même, mais peut-être à les laisser sur d'autres postes où justement ils seront excellents. Et j'avais quand même envie de vous parler d'une expérience qui a été menée par Seligman dans les années 80. Après voilà, il y a aussi juste, c'est un petit bémol, je vous ai dit que j'allais pas parler en dehors du livre, mais quand même, tout ce qu'a fait Seligman, c'est pas forcément un travail parole d'évangile ni quoi que ce soit. Prendre toujours le temps d'avoir un petit peu d'esprit critique dans la barre d'infos, dans les sources en fait que je vous mettrai à la fin de mon article. Je vous mets des livres et des vidéos qui permettent d'avoir un regard un tout petit peu plus critique
et négatifs sur la pensée positive. Parenthèse refermée. Cette expérience, c'était une compagnie d'assurance qui faisait le test d'embaucher des personnes disqualifiées pour le poste, en tout cas qui n'étaient pas assez qualifiées, mais qui étaient super optimistes. Ces optimistes pas très qualifiés, ils ont été intégrés dans une force. Et même s'ils avaient des performances moindres que les autres employés, qui eux étaient traditionnellement bien qualifiés, etc., au bout d'un an, on a eu une petite surprise. On s'est rendu compte que cette force spéciale optimiste avait fait 21% de ventes de plus que les autres. Alors qu'on part du principe, ils étaient peu qualifiés. Et la deuxième année, 57%. Donc qu'est-ce qui a fait la différence ? Ce serait vraisemblablement leur persévérance, leur capacité à passer à l'action, qui rendait au final ces employés améliorables. Et leur motivation, finalement, elle a vite fait voler en éclats les différences de qualification. Ok, c'est bien beau, mais la chance dans tout ça, elle est où ? La chance, c'est un petit peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on va parfois utiliser la chance pour minimiser le succès des autres, ou pour minimiser aussi ses réussites personnelles. On va peut-être dire j'ai réussi parce que j'ai eu de la chance. Mais au final, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous tombe du ciel ou est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille ? Donc là, il y a vraiment la syntaxe qui est importante. Est-ce qu'on dit j'ai de la chance, j'ai au sens de avoir, ou est-ce qu'on dit j'aide au sens de aider la chance ? Et là, on a un professeur de psychologie, donc il est anglais, il s'appelle Richard Wiseman, et il a identifié certaines attitudes qui font que les optimistes ont en effet plus de chances que les autres. Ils sont ouverts aux opportunités, tout simplement. Notamment, ils vont développer un réseau social super positif autour d'eux. Ensuite, ils vont peut-être être plus à l'écoute de leur intuition. Elles s'attendent à rencontrer des choses positives. C'est l'anticipation positive, ce qui fait que peut-être qu'ils sont plus ouverts aux opportunités. Là, on arrive au cercle. Et enfin, les chanceux, les chanceuses, ils vont peut-être plus facilement rebondir quand ils ont des échecs, comme on avait vu les optimistes qui arrivent à utiliser leurs échecs comme des leçons, comme des moyens d'apprendre. Et en fait, la dernière chose que j'avais envie de vous dire par rapport à ce livre, c'était les 3 paramètres à prendre en compte pour avoir le regard d'un optimiste. Donc déjà, l'attitude intérieure, qui va être une attitude où il n'y a pas de recherche de perfection. On cherche simplement l'harmonie, l'amour, la gratitude envers les petits bonheurs de la vie, tout simplement. Ensuite, il y aura les relations nourrissantes avec les autres en se posant une question simple mais pourtant essentielle. Comment est-ce que c'est de vivre avec moi ? Ça peut être aussi apprendre à davantage écouter l'autre, à être ouvert, à poser des questions, mais encore, tout simplement, savoir complimenter et faire part de son inspiration. Si on est inspiré par quelqu'un, lui dire, tout simplement. Et enfin, explorer son environnement en étant vraiment curieux et ouvert et oser. Finalement, c'est peut-être oser prendre des risques, se planter, clairement, mais recommencer. Donc, on finit cette vidéo sur cette super bonne note positive. Faut-il être optimiste à tout prix ? Il y a peut-être quelque chose de super important dans cette vidéo, c'est que pour être optimiste, peut-être que c'est un choix quand on est privilégié. C'est-à-dire que si je vis dans un pays où il n'y a pas de guerre, où j'ai de quoi me loger, me nourrir, m'abriter, m'éduquer, me divertir, j'ai clairement beaucoup plus de capacité à être optimiste. Si je subis pas du racisme, du sexisme, j'ai plus de chances d'être optimiste. Donc voilà, donc c'est juste pour dire aussi qu'il y a peut-être parfois quelque chose, un discours qui peut être un peu culpabilisant, et c'est pas du tout le but ni du livre, ni de cette vidéo, mais si on est dans une période où on peut se permettre de prendre quelques petites idées pour amener un peu plus de positif dans sa vie, ça peut être le bon moment. Et si c'est pas le bon moment, c'est tout à fait ok. Et il y a aussi l'optimisme qui est totalement irréaliste, c'est un optimisme déconnecté de la réalité qui pourra amener par exemple une personne à pas consulter un professionnel de santé en étant malade parce qu'elle pense que son esprit positif vaincra tout type de maladie. C'est pas forcément le cas. Je dis pas que la médecine résout tout, mais je pense qu'il y a des choses dans la vie qui sont quand même plus, réalistes en fait de faire en faisant les choses dans le bon ordre. Si on a un souci, si j'ai un souci avec ma voiture, je vais aller voir un mécanicien. Je vais pas juste me dire ma voiture va fonctionner de manière juste avec la force de mon esprit, mes freins vont se changer, ça fonctionne pas comme ça. Peut-être aussi qu'il faut faire attention à tout ce qui est courant de psychologie positive, de développement personnel aussi, qui vont peut-être parfois emprunter des gros raccourcis de la psychologie pour créer des discours juste hyper culpabilisants. Il faut être heureux,
Voilà, des injonctions qui sont pas forcément bonnes ni adaptables à tout le monde et à chaque situation. Parfois, c'est important aussi d'être triste, c'est important de prendre en compte sa tristesse. Si on est en dépression par exemple, ça peut être important de se faire aider, de se faire accompagner, que ce soit par un ou une psychologue, un autre thérapeute, voilà, quelqu'un de compétent et qui va savoir nous accompagner pour aller mieux et pas juste se dire je suis nulle si j'arrive pas à tout voir en rose. C'est pas du tout ça et ça il faut vraiment faire attention à ces courants de pensée. Néanmoins, voilà, si vous vous sentez bien, un petit peu d'optimisme modéré, ça peut faire du bien à tout le monde, à soi, aux autres et au monde de manière générale. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura donné le sourire, peut-être pas, peut-être qu'elle vous aura énervé, dans tous les cas, dites-moi tout en barre d'infos, je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas, du coup j'ai mon article sur le site où vous aurez toutes les sources en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.